Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Laurent Guilhéry de l'Université de Cergy-Pontoise. Donc je vous remercie d'abord pour votre invitation. C'est un plaisir de venir là parce qu'on va replacer l'exemple allemand dans un cadre européen. Bertrand a bien montré dans le réseau français qui est en train de se constituer que ces bus passent des frontières, qu'ils sont en train d'aller dans des villes de nos pays partenaires tout autour de l'Union européenne. Et du côté allemand, c'est peut-être l'élément qu'il faut garder dans cette présentation, c'est que maintenant en Allemagne, alors le marché n'a pas trouvé son équilibre, hein. On va voir, il y a un tâtonnement encore extrêmement impressionnant, mais les opérateurs allemands, en particulier Flixbus, Mein-Fairbus, le leader allemand, 70% des parts de marché, se pense comme un opérateur européen. Il a ouvert en 2015 une filiale en Italie, présent en France, donc on est vraiment dans une dynamique européenne, c'est extrêmement important de garder ça en tête, me semble-t-il. On est en train de faire l'Europe d'une certaine façon. On l'a peut-être pas trop fait avec le ferroviaire en France. Hein, il faut savoir que mes travaux ont commencé, je suis allé observer la régionalisation des TER en Allemagne, ça a été mes toutes premières missions, et en Suède, pour le laboratoire d'économie des transports, pour voir ce qui se passait. Puis on a fait cette réforme de régionalisation, on a donné aux régions des compétences ferroviaires. Là, maintenant, on est lancé sur ces questions de bus interurbains, on voit que ça bouge. Et les Allemands ont commencé il y a 3 ans, hein, donc c'est intéressant. J'espère qu'un jour, ensemble, on pourra démarrer ensemble une réforme de ce type. On pourra essayer au niveau européen. Là, on a déjà 3 ans d'une certaine façon de retard, c'est un peu dommage, alors que se constituent des réseaux européens. Donc j'interviens ici avec 2 casquettes. Je suis responsable du programme de recherche transport à l'Université de Cergy-Pontoise, sur le master transport, territoire, environnement, avec des thèses. Et je suis aussi élu, je représente 150 établissements français et allemands à l'université l'UFA, l'université franco-allemande à Saarbrück. Donc voilà, hein, c'est à ces 2 niveaux que j'interviens. Donc je vous propose de partir par 3 moments. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Quelques photos personnelles en Allemagne de l'Est, en allant à Leipzig. Donc vous voyez, le chercheur actuellement, il fait ses statistiques en France aussi, en regardant ce qui se passe. Donc vous voyez, on voit tous ces bus du côté sur les autoroutes. Avec un élément important, certains bus déjà proposent des innovations de service, comme le fait de transporter ses vélos. C'est très important en Allemagne. Hein. Le TGV allemand, les ICE, ne permettent pas de prendre son vélo. Mes amis, mes partenaires allemands me disent « Oh là là, c'est vraiment dommage ». Et là, le bus, tout de suite, va proposer de déplacer son vélo, ce qui est important. Vous voyez ? Donc des éléments d'innovation de service qui vont être au centre de ce qui se passe en Allemagne. Donc ça bouge. On les voit sur les routes, et qu'est-ce qu'on fait? On essaye de savoir combien il y a de voyageurs, en France aussi, donc les vitres sont fumées, quelquefois on a du mal, mais on voit des fois des bus vides ou des bus pleins. On essaye de faire nos propres statistiques, donc c'est un peu un appel pour avoir accès à ces données, en France comme en Allemagne, peut-être au niveau européen, ça me semble important. Donc, deuxième analyse, et ça va nous servir pour les débats cet après-midi. Que voit-on? C'est que la question des gares routières est devenue centrale dans le débat public et même politique allemand. Un des adjoints au maire de Berlin disait que la décision de Cologne, il faut savoir que Cologne, c'est une décision extrêmement importante, a interdit l'accès du centre-ville aux opérateurs de bus interurbains. C'est la même chose à Stuttgart, c'est la même chose à Ulm. Il y a un mouvement en Allemagne, on va parler de Munich aussi, où vous avez l'idée où positionne-t-on cette gare? Cette gare, on a vu la présentation précédente qui parlait de l'interface entre l'urbain et le périurbain. Où la positionne-t-on? Ça, c'est un élément extrêmement important. Il est au centre du débat en Allemagne. Et là encore, quelques photos. On voyage, vous savez, on est à Leipzig. Vous connaissez les Allemands, ils aiment bien que tout soit bien organisé. C'est tout à fait normal. Regardez, vous êtes obligés en Allemagne, les autorités locales, le bus post-bus, il se gare dans le panneau, c'est interdit de stationner. On a dû barrer le panneau parking là parce que il faut les placer, ces bus, en centre-ville. Hein. Donc, il y a actuellement une réflexion extrêmement importante en Allemagne sur l'organisation, et ça bouge. Il y a des programmes d'urbanisme, de réorganisation des centres-villes qui sont lancés sur les gares routières. Et la question, où les mettons? En périurbain, à proximité d'un grand axe de transport urbain, un axe structurant, très haute fréquence, qui permet d'aller vite en centre-ville, ou au centre-ville. Le débat est là. Et puis enfin, petit clin d'œil, perspective européenne, on va voir que cette réforme des bus interurbains, des autocars interurbains, elle amène des questions au niveau européen. Et je suis allé voir la Fondation Berlier, qui a une vraie expérience pour l'histoire des transports à Lyon, la Fondation Berlier, et j'ai retrouvé des plaquettes de réseaux européens de bus dans les années 50, qu'on appelait Europabus,
voyez, on passait les frontières, donc il faut aussi aller voir ce qui s'est passé avant. Hein. On a une expérience du bus interurbain très ancienne, bon, Eurolines, c'est l'ancêtre d'Eurolines d'une certaine façon, hein. Donc est terminée par des questions au niveau européen. Il va y avoir un besoin de régulation au niveau européen, ça me semble extrêmement important sur différents points, et on a des signes du côté allemand de ce besoin qui va apparaître de penser ces réseaux dans un cadre européen. Donc tout d'abord, où en sommes-nous? Alors, brièvement, je pense que vous pourrez avoir accès au transparent. Cela a été lancé en 2013 avec une libéralisation totale. Alors, on a 100 km en France. Du côté allemand, ils ont pris 50 km pour protéger les réseaux de transport urbain, ou 1 heure de transport au départ du centre-ville. Il y a un élément de détail, il faut quand même enregistrer son plan de transport. C'est-à-dire, là aussi, on a une vision très Europe continentale, d'investissement à long terme. Il faut que les clients qui ont besoin d'une stabilité dans l'offre de mobilité, il n'y ait pas de changement de court terme. Donc, il faut tenir son plan de transport pendant au moins 3 mois. Hein, et après, on a une liberté de modifier ses plans de transport. Un élément important, là aussi, c'est le deuxième élément dans le débat public allemand, c'est l'idée il n'y a pas de tarification sur les autoroutes en Allemagne. Hein. Il y a les poids lourds qui ont une tarification, la Maut, mais il n'y a pas de tarification sur les voitures. Et ce débat est en train d'apparaître. Hein. Évidemment, vous allez voir que la DB commence à dire, non mais là, il y a peut-être une distorsion de concurrence. Vous voyez, on arrive au niveau européen, fair competition, une concurrence qui soit saine, qui soit équilibrée entre tous les modes, de façon à arriver à une optimalité. Donc il n'y a pas de péage sur les autoroutes allemandes. C'est un avantage assez fort pour les bus qui va amener des niveaux de prix extrêmement, le marché n'est pas du tout positionné, on a des niveaux de prix de transport qui défient toute concurrence, on va le voir. Donc la progression du marché est très rapide, 8 millions, on a maintenant 20 millions de voyageurs, c'est à peu près 80% sont en voyage, vraiment en déplacement en intérieur. La progression, je vous l'ai dit, les extensions de réseau se font maintenant au niveau européen, on va en parler. D'où viennent les voyageurs des bus interurbains en Allemagne? 38% ont abandonné la voiture pour aller vers le bus interurbain, 34% ont quitté le fer, et 10% c'est des trafics induits, c'est des nouveaux trafics qui ne seraient pas déplacés sans ce mode. Donc on a une dynamique, moi j'ai formé des étudiants, une centaine d'étudiants franco-allemands dans le cadre de l'UFA. En Allemagne, vous avez un élément de flexibilité très fort sur le marché du travail, c'est 450 € sans charge sociale, patronale et salariale. Beaucoup de mes étudiants font une quinzaine d'heures, une dizaine d'heures par semaine comme ça. Donc c'est un élément fort de leur revenu, et donc ils voyagent en bus. Le réflexe du bus est maintenant systématique. J'ai des comparaisons de tarifs, il n'y a pas de comparaison possible. Quand vous êtes un étudiant, vous faites 10 heures de travail par semaine, vous avez en net 450 € par mois, et donc qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie de faire la fête autant que... Et donc vous prenez des bus la nuit, il y a un développement des bus de nuit d'ailleurs, ça c'est les nouveaux développements, on va en parler. Donc, on a des relations, 326 lignes, environ 1326 départs par jour. Au niveau des statistiques, tout ça, vous trouvez maintenant, on a atteint un niveau critique de qualité d'information. Le gouvernement fédéral commence à publier via le Bundesamt für Güterverkehr, l'Office fédéral du transport de marchandises, qui a aussi une mission d'observation du transport de voyageurs par autocar interurbain. Donc le gouvernement fédéral regarde cela, on a des rapports que je cite tout à l'heure. Et on a un taux de remplissage moyen supérieur au taux français qui est de 55%. Et dans la plupart des rapports, beaucoup disent, regardez, on est supérieur au taux de la DB qui est environ de 51%. La liaison moyenne, c'est environ 330 km. Pardon, 51% pour la DB, c'est tout trafic? Oui, tout trafic, taux de remplissage global. Hein. Donc, on a une mobilité très forte en Allemagne, ça c'est un élément important, c'est un pays fédéral, très équilibré, des étudiants qui ont dû trouver une place dans des universités en dehors de leur ville d'histoire, là où ils sont avec leur famille. Les opportunités sont très compliquées, c'est un système aussi très concurrentiel. Il faut savoir qu'en Allemagne, les Allemands fondamentalement aiment la concurrence, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que l'ADB, ils expriment depuis toujours, moi je suis très surpris, je trouve l'ADB particulièrement efficace dans un contexte très dur de transport de marchandises qui est mêlé au transport de voyageurs, de capacité limitée sur l'infrastructure. Les Allemands sont très critiques sur la DB, la ponctualité, etc. etc. Donc ils ont applaudi fortement l'arrivée d'un nouvel opérateur parce que c'est un pays qui fondamentalement repose sur la concurrence et qui s'exprime comme ça, on s'exprime sur la liberté de son choix. Et d'ailleurs la DB, ça c'est très intéressant, elle a mis la ponctualité comme objectif 1 de sa réaction d'une certaine façon au développement de ces services d'autocar. Donc le marché, vous avez une évolution, là aussi un élément important.
concentration, vous avez une fusion extrêmement importante. Le leader Flixbus s'est regroupé avec Mindfernbus, hein, c'est une entreprise de la net économie d'une certaine façon, qui contractualise avec tout un ensemble d'opérateurs d'autocars, qui partagent les risques, et donc ils ont à peu près 70% du marché, la DB via des opérateurs, Berlin Union Bus, etc., 13%, La Poste 5%, et Megabus, ça c'est l'élément extrêmement important, StageGoat, le groupe StageGoat, 10 000 cars en tout, courte et longue distance, est arrivé en 2015 sur le marché. Donc vous avez vraiment un opérateur low cost qui arrive en Allemagne, qui essaye de différencier ses services, ça bouge énormément. Il y a eu aussi, ça c'est extrêmement important, des sorties du marché extrêmement douloureuses. Je lisais la presse pour préparer cette intervention. City to City, c'est National Express derrière, un des leaders britanniques du bus interurbain. Il y a une vraie expérience chez les Anglais au niveau des bus interurbains. 5 millions d'euros. Ils sont venus sur le marché allemand 1 an et demi, ils sont repartis. Le coût de l'opération, parce que les niveaux de prix, parce que la concurrence, ce que la presse indiquait, un coût total de cette opération, 5 millions d'euros. Eurolines est en train de fusionner ou a fusionné avec Postbus. Donc vous avez aussi des rapprochements européens, c'est très bien, l'Europe se fait par ces opérateurs qui passent des frontières, qui sont en train de se rapprocher, ça c'est très bien, et ça me semble une bonne idée. Et les villes moyennes, ça c'est un élément important aussi, ces réseaux maintenant vont dans les villes moyennes qui avaient été un peu laissées de côté par la DB. La DB les avait un peu négligées, ces villes moyennes. L'Allemagne, pays fédéral, équilibré, beaucoup de mobilité entre les villes moyennes. Et bien le réseau de bus interurbains, ils vont s'arrêter dans ces villes moyennes. Et d'un seul coup, ils redonnent une attractivité à ces villes moyennes. Donc ça, c'est un élément aussi extrêmement important. Alors, les collègues, évidemment, en Allemagne, ça c'est KIT, Karlsruhe Institute of Technology, travaillent sur ces questions. Donc la recherche commence à porter ces thématiques. Avec des données, c'est extrêmement complexe d'avoir ces données. Les liaisons majeures, Berlin-Dresde, Hambourg-Berlin, Leipzig-Berlin, Köln-Francfort, Karlsruhe-Francfort, Francfort-Cologne. Hein. Donc ça, vous aurez les détails dans la présentation. Alors, ce marché, il est extrêmement concurrentiel. Les premières évaluations de coûts que l'on a, vous voyez, les collègues distinguent vraiment l'arrivée sur le marché de Megabus, avec une stratégie de low cost. Mais par exemple, certains de mes anciens étudiants me disent « mais il n'y a pas de Wi-Fi, on n'a pas la qualité de service de Flixbus ou de Postbus ou de la DB via Berlin Union Bus ». Donc, il y a un écart extrêmement fort entre les deux par rapport au ferroviaire, parce que c'est un élément important de la question qui m'est demandé de traiter devant vous. Par rapport à la DB, l'écart est très très fort. Le facteur 3 sans réduction, et le facteur 2 fois plus cher si l'on bénéficie d'une carte de réduction. Il faut savoir qu'en Allemagne, vous avez une carte, 50%, c'est plus de 200 euros, vous avez 50% de réduction sur le train pendant une année, tout le temps, ce qui est vraiment très pratique. Vous payez 200 euros à l'année. Ou alors 25%, un peu moins cher, vous avez 25% sur tous vos tickets de train à l'année. Donc même avec les réductions, le bus est moins cher. Il faut savoir qu'ils perdent de l'argent, tous ces opérateurs. Il y a des investisseurs derrière. Donc là, pour l'instant, le marché ne s'est pas stabilisé. Les prix ont tendance à augmenter. Est-ce qu'on est dans une année de stabilisation? Et la dernière phrase est très importante. Le gouvernement fédéral commence à publier, donc est en charge de l'observation, donc pays fédéral. Donc en Allemagne, les Länder ont des compétences extrêmement fortes en termes d'organisation des gares, par exemple, des réseaux de transport, de beaucoup de choses. Mais le gouvernement fédéral observe ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a dit dans son dernier rapport? Ruinösen, je m'excuse pour l'accent, Ruinösen Preisniveau, ça veut dire niveau de prix ruineux. C'est-à-dire il est en train de dire on marche sur la tête, c'est un marché qui n'est pas rémunérateur, c'est bien, il y a du service, des innovations, mais à un moment, il va falloir stabiliser son marché. Donc, on a des alliances à venir, on va avoir une rationalisation de l'offre, et surtout des innovations. Je passe d'abord sur les innovations, et je reviendrai sur la DB pour finir cette première partie, et la synthèse des gares routières, je le ferai dans la conclusion. On innove de tous côtés. Actuellement, ce qui marche très fort, c'est les Pays-Bas, la Belgique, Munich le hub, la nuit, et on va dans les stations de ski. Donc c'est Flixbus qui propose 8 lignes pour desservir 37 stations de ski. Il y a un marché. Les Néerlandais, l'Europe du Nord, d'un seul coup, en une nuit, vous vous retrouvez dans les montagnes. Ce n'est pas le cas au niveau du Pays-Bas. Donc voilà, des innovations de servir, une offre, ou alors, très intéressant, des petits bus de 8 à 10 personnes entre Aix-la-Chapelle et l'aéroport. Ça, c'est Postbus qui fait ça.
Ils annoncent une vitesse de 130 km/h comme des véhicules. Ils vous emmènent très rapidement à l'aéroport, 8-9 personnes. Donc ils réduisent complètement l'offre. On teste le marché. Et les lignes de nuit, ça aussi, la DB a transféré en fait au chemin de fer autrichien ou à d'autres la gestion de ces lignes de nuit. Et donc, évidemment, les opérateurs s'engouffrent dans ce marché qui est présent. Et donc, vous avez les bus, maintenant, ils sont utilisés la nuit, là encore par les étudiants. Ils sont vraiment... J'avais des données de revenus pour vous donner quelques chiffres. 50% des voyageurs dans les autocars allemands gagnent moins de 1 000 € par mois. C'est la cible, ces étudiants qui travaillent un peu, etc. Et 52% entre 18 et 29 ans. Hein. Donc voilà. Alors... Des problèmes apparaissent. 3 sont présents dans la presse allemande. Problème de goulot d'étranglement dans le recrutement des conducteurs. Les chiffres qui sont sortis de différents rapports, c'est qu'il y aura un besoin de 10 000 conducteurs par an si le marché se développe comme ça. Donc il y a des créations d'emplois, ce qu'on a aussi dans la loi Macron, ce qui a été prévu. Hein. Là, c'est marqué, on parle de goulot d'étranglement. Donc on va avoir des questions liées au détachement qui vont apparaître. Aux conducteurs, au passage de frontières. L'Europe, là, elle va devoir dire ce qu'elle en pense, ça me semble extrêmement important sur cette dynamique. Deuxièmement, des problèmes de congestion dans l'accès ville, ce qui amène la conclusion sur les gares routières, où on va mettre ces gares routières. À Munich, par exemple, les riverains commencent à dire, mais à mon premier étage, lorsque je regarde la rue qui va à la gare centrale routière, je vois du rouge, du vert, surtout du vert, hein, 70% du marché Flixbus, du vert, mais je ne vois plus les arbres de l'autre côté de la rue. C'est-à-dire que pour accéder à la gare routière, c'est que des bus. Et c'est une adjointe à la maire de Munich. Elle, dans la presse, là, le Süddeutsche Zeitung, c'est le grand quotidien du Sud sur la Bavière, elle dit simplement « mais c'est mieux que des voitures ». Voilà l'argument. Il y a des bus, mais c'est mieux que des voitures. Donc, bon, à voir, hein, on pourra, c'est l'objet de la discussion. Et puis, dernier point, ça c'est tout nouveau, vous voyez, l'article est du 10 mars. Le gouvernement fédéral, là aussi, c'est très surprenant. Il est arrivé donc, dans son rôle d'observation, c'est l'Office fédéral du contrôle du transport routier de marchandises, qui est à Cologne. Il est en train de dire qu'il y a des infractions observées. Les députés verts au Parlement, c'est ce qui est dans l'article, ont demandé communication de ce rapport au gouvernement fédéral, c'est ce qui est dans la presse du 10 mars, et en disant il y a en effet, nos services de contrôle observent des dépassements dans les règlements européens des temps de conduite. C'est extrêmement important, vous savez, on a un nombre d'heures, 9 heures, etc. Tout est extrêmement codifié, une pause de 45 minutes, ouais, je regarde mes notes, c'est très précis, après 4h30 de conduite, etc., 11 heures, etc. Tout ça, et c'est important hein, pour les questions de sécurité. Le chiffre est donné, un quart était en infraction sur une bande de tests de environ 280 tests par l'autorité du BAG. Donc là, il y a un signal qui est envoyé à la fois sur le niveau des prix par le gouvernement fédéral et sur la question de la sécurité. Donc, alors, je termine sur la première partie et la conclusion, ça sera les gares routières avec des photos. C'est une analyse en photo pour la fin. Y a-t-il vraiment une concurrence? Au début, on a cru... La recherche, c'est des collègues, hein, je cite les collègues qui travaillent sur ça, des thèses en cours. Au début, on a dit tout de suite concurrence avec le ferroviaire. Oui, on pense que le marché est en train de trouver un équilibre avec le transport ferroviaire. Regardez, ces chiffres sont extrêmement intéressants. Madame Graham a fait une étude sur le 19 juin 2015. Elle observe 8200 connexions de trains régionaux avec des arrêts dans toute l'Allemagne. Hein, donc c'est un traitement assez lourd, des correspondances. Elle prend tous les trains régionaux de toute l'Allemagne. Hein. Donc elle a 8200, mais... là où il y a des bus interurbains, avec des arrêts, des changements, etc., elle arrive uniquement à 1800. Ce qui est plus intéressant, c'est les deux autres chiffres. 401 nombre de trains régionaux directs, de ville à ville par des trains régionaux. Et bien, simplement sur 144, hein, donc 1 sur 3, il y a une concurrence avec un bus interurbain. Donc le marché, c'est ce qu'on lit des experts, c'est-à-dire que peut-être il va trouver un équilibre, ça renvoie un peu à ce qui a été dit au début, entre le ferroviaire et donc les bus interurbains. Alors je passe maintenant à la conclusion, je pense que je suis dans les temps. Hein. Je pourrais revenir dans la discussion sur la différence avec la DB. Hein. J'ai des éléments aussi sur les prix, la réaction des chemins de fer allemands face à ces innovations. Donc là, je reviens sur ces photos très claires. On se gare absolument n'importe où, vous n'avez pas de toilette, vous n'avez rien, vous discutez avec le chauffeur là au bord, c'est vraiment, on tâtonne, et toutes les villes se sont saisies de cela. Alors vous avez différents modèles.
je passe très rapidement. Hambourg, vous avez un succès, donc ici c'est quelque chose qui a été fait avant, hein, avec un grand projet qui innove en termes d'architecture, d'urbanisme, de transparence, hein, mais vous avez des salles pour les familles avec des bébés, des salles de douche pour les conducteurs, vous avez des restaurants, des kiosques, donc Hambourg en plein centre-ville, à côté de la gare, a une gare routière qui marche, le modèle du succès, premièrement. Munich, là aussi une innovation majeure parce qu'en plus, la ville de Munich a fait appel à la Croix-Rouge. Ça c'est intéressant, c'est la Croix-Rouge qui est l'exploitante de cette gare routière. Alors quel est l'objectif? Peut-être pour dégager des ressources pour la Croix-Rouge. Ça c'est intéressant ce modèle. C'est un modèle qui n'est pas encore, qui marche pas très bien, hein, les résultats. Voilà ce que j'ai pu avoir comme résultat. L'objectif, c'est 42 000 bus par an, et on en est à 29 000. Donc, il y a une tarification qui est donnée pour chaque bus qui rentre dans la gare. S'il reste plus de 30 minutes, il paye un surcoût, etc. Vous avez vraiment tout un système de tarification qui se met en place, que nous avons vu aussi dans d'autres conférences du côté français. On est en train d'avancer sur ça. Donc, voilà. Alors, critique à Munich, ces bus sur les axes pour rejoindre la gare routière, la gare ferroviaire, pardon, c'est à 100 mètres de la gare ferroviaire. Hein. Il faut marcher une centaine de mètres, très moderne. Là, on commence à avoir des critiques. Et ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est Cologne à Dinan. Cologne à Dinan. Et donc, demande aux bus interurbains, et dans la presse, vous avez des critiques très fortes des opérateurs qui disent « Attention, moi, ce n'est pas ce qui était prévu, je dois pouvoir aller au centre-ville ». Ulm a embrayé sur ce chemin. Stuttgart aussi, qui est en train de repenser, vous le savez, que la grande gare de Stuttgart, des difficultés d'acceptabilité, est en train de repenser sa gare en centre-ville. Stuttgart aussi demande aux bus de se mettre à l'extérieur des villes, près d'axes structurants de transport régional, etc. Est-ce que, donc le débat est ouvert, voilà quelques photos de la gare de Munich, hein, donc c'est extrêmement moderne sur les technologies, les portes d'embarquement, les temps d'attente, vous avez on est vraiment dans un aéroport, hein, pour autocar interurbain, mais en centre-ville. Donc voilà, et pour finir, perspective européenne, je reviens sur ce transparent, je crois que c'est l'élément important. Ces réseaux de bus interurbains, ils passent des frontières, les étudiants qui les utilisent beaucoup en profitent pour aller rejoindre les soirées Erasmus, etc., etc. Ça marche au niveau européen, on sent ce réseau européen qui se diffuse, et évidemment, il va y avoir des éléments de régulation importants au niveau européen qui vont apparaître, parce que il y a un équilibre à trouver. L'Europe c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, évidemment, donc un équilibre à trouver entre les opérateurs, un équilibre aussi sur les non-discriminations. Il faut, comme l'Europe a eu du mal, et je crois qu'en France on porte une grande responsabilité sur le ferroviaire, on bloque, on n'a toujours pas fait l'Europe en France du côté ferroviaire, c'est-à-dire l'ouverture régulée à la concurrence du TER, ce que tous nos partenaires font, et ce que la SNCF avec Keolis et ses filiales fait très très bien à l'étranger, elle fait l'Europe chez nos partenaires, mais faire l'Europe en France, on l'a un peu oublié. Donc est-ce que le bus, ça serait peut-être l'occasion de remettre l'Europe au centre du débat français, parce que ces réseaux, ils permettent aux opérateurs de se rencontrer, d'avancer, de tisser un réseau européen et d'une certaine façon d'avancer vers la construction de l'Europe. Voilà, merci. Merci beaucoup. Beaucoup de choses dans votre présentation. Je retiens notamment que les conducteurs ont à la fois un problème de goulot et de vitesse, ce qui est quand même assez inquiétant. Une première question peut-être. Vous disiez que 50% des usagers étaient des étudiants, hein, entre 18 et 29 ans, qu'ils avaient un faible niveau de revenus, mais en même temps, 38% des usagers viennent de la voiture. Alors, quels sont ces autres usagers? Parce que les étudiants, par définition, ont peu ou pas de voiture. Quels sont ces transferts d'automobiles? Parce qu'on a on entend beaucoup dire que c'est très difficile d'aller chercher de la clientèle chez les automobilistes, qu'ils viennent plutôt du train ou voire du covoiturage. Quel est ce gisement d'automobilistes qui sont séduits par le car en Allemagne? Bon, alors d'abord, sur ces quelques chiffres, je peux les compléter d'ailleurs dans les notes que j'ai prises avant de venir. 48% travaillent à temps partiel, hein, donc 1 sur 2 travaille soit à temps partiel, soit à plein temps. Hein, donc là aussi, c'est un autre élément. Si je reprends les chiffres, hein, 50% moins de 1 000 € par mois, c'est étude de l'IGES, 52% entre 18 et 29 ans. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a le Wi-Fi.
qui joue beaucoup, hein, en France aussi. Hein. C'est quelque chose qui est très demandé par les jeunes, donc d'avoir l'Internet dans les bus, c'est un élément important. Il y a aussi, je ne l'ai pas montré, c'est très bien, ça va me permettre de revenir au transparent que j'ai laissé de côté, qui est important, c'est que beaucoup de liaisons, pas beaucoup, certaines liaisons par bus, très demandées, sont plus rapides que les chemins de fer. Parce qu'il y a une correspondance sur une gare, par exemple, en cul-de-sac, comme Leipzig, entre Dresde et Berlin. Donc le bus, vous avez l'exemple ici, entre Berlin et Dresde, hein, vous avez en bas le bus 2h10, 3h18, 2h15, 3h18 pour les chemins de fer. On peut aller, c'est ce que vraiment on entend, on peut aller plus vite. Donc avant la voiture, c'est peut-être la rapidité. Moins cher, ça c'est vraiment important en Allemagne. Hein, ça c'est un élément important. Le coût, on a des salaires, on comprend que l'Allemagne, c'était le Deutschmark. L'euro, elle le voit du côté Deutschmark. Nous, on voit l'euro du côté franc. On en veut beaucoup. Les Allemands, l'euro, ils le voient du côté Deutschmark, c'est-à-dire rare, une monnaie rare. Donc, on n'en a pas beaucoup, mais elle a beaucoup de valeur. C'est tout la thématique européenne de l'euro. Et donc là, vous voyez, on avance vraiment le coût d'abord, les services ensuite, le vélo et le Wi-Fi. Et vraiment, ça a été rappelé, le fait qu'on puisse aller plus vite que la DB. Donc ça, c'est important. J'en profite pour dire cet élément important de la présentation. Donc merci de m'avoir fait revenir pour les questions de temps. J'ai accéléré sur ce transparent. Veolia, donc Interconnex, avait une offre ferroviaire, donc dans le cadre des règles européennes d'open access, d'ouverture des différents opérateurs du réseau ferroviaire. Ils ont fermé la ligne. Ils partaient de Leipzig jusqu'à Rostock-Warnemünde, toute l'Allemagne de l'Est via Berlin, via des lignes régionales. Ils payaient par train 1700 € à DB Netz. Chaque train qui circulait, 1700 € étaient donnés au réseau ferroviaire allemand. Ils ont pillé bagage, ils ont arrêté. La concurrence des bus interurbains a laminé. Donc ça, c'est un élément. On a un autre opérateur entre Cologne et Hambourg qui essaye de rester sur le réseau. Ça va être difficile, à mon avis, hein, de concurrencer la DB. Mais ça, c'est un élément important. Alors, pour revenir aux voitures, la voiture, c'est important en Allemagne, hein, même pour les jeunes. Donc, vous pouvez avoir une voiture d'occasion très ancienne. Donc, je pense que la propriété de la voiture est importante. Hein, je pense avec quelquefois beaucoup de kilométrage. Je crois que j'ai répondu, hein, c'est-à-dire le coût, l'attractivité, le Wi-Fi, et voilà. Donc, c'est un élément important. Et la rapidité, vous voyez, en bas, on a vraiment des services ferroviaires qui peuvent être plus rapides. On a vu des images formidables de gares. Elles sont nées en 1 an, 2 ans, 3 ans. Les fameuses gares routières que vous nous montriez, les très belles gares routières, ça a été rapide. Je crois que Francfort, qui avait de grosses difficultés, hein, parce que Francfort, les bus arrivaient autour de la gare centrale, qui est vraiment une gare extrêmement impressionnante en Allemagne, et donc c'était, je crois, sur la gauche de la gare. Là, ça n'allait pas du tout. Ils ont apparemment lancé là très rapidement un programme d'urbanisme pour mettre en place leur gare routière. Donc il y a une volonté en effet d'aller vite sur cela, mais Munich, oui. Mais alors est-ce qu'elle est arrivée? Je pense, là j'ai pas le détail de Munich dans la foulée, mais elle est assez impressionnante. Hein. Je vous remontre les photos, le nombre de... Hop, je suis pas dans le bon sens. Le nombre de quais, voilà. Vous avez voilà, 29 portes, hein, avec des tarifications, je peux vous donner les chiffres. Munich, là, sous réserve, mais bon, c'est les notes que j'avais pris, 6 € par bus qui rentre. Hein, et ils peuvent rester 30 minutes sur leur aire de stationnement. S'ils dépassent ces 30 minutes, c'est 10 € par heure supplémentaire. Et vous avez tout un modèle que je présente, hein, c'est-à-dire la ville a acheté le terrain, elle a confié à Hortif, qui est un grand opérateur immobilier, un grand comme Bouygues ou Vinci chez nous, qui a construit, donc qui a fait le bâtiment, et l'exploitation, je reviens sur ça, c'est quelque chose, je crois qu'il faut creuser. Je n'ai pas plus d'informations, elle a été confiée à la Croix-Rouge allemande, peut-être dans une logique philanthropique, altruiste, peut-être pour dégager des recettes pour la Croix-Rouge, mais apparemment c'est dur actuellement en termes de... Mais oui, très moderne. Merci, parce que 29 000 bus par an, c'est quelque chose comme 80 bus par jour, donc c'est quand même pas rien. Est-ce qu'il y a des questions? Mademoiselle. Bonjour, Pauline Chazal de Sistra. Je voulais savoir, vous avez évoqué plusieurs villes qui ont interdit l'accès aux autocars en centre-ville. Est-ce que du coup, comment ça fonctionne du coup? Est-ce que la desserte est quand même maintenue? Est-ce qu'ils ont des infractions, du stationnement à des endroits pas forcément prévus? De même pour la gare de Munich, vous montrez que les objectifs ne sont pas atteints en termes de bus accueillis.
Est-ce que c'est parce que la desserte s'est pas développée autant qu'on pensait, ou est-ce que c'est parce que je sais pas, la tarification est un frein et on a des bus qui vont se garer ailleurs, ailleurs que dans cette gare où c'était prévu? Et une autre question, est-ce que on voit que tous les exemples que vous citez sont souvent à proximité de la gare ferroviaire? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de connexion autocar-fer? Est-ce que vous avez des statistiques sur une éventuelle correspondance entre les usagers du train et les cars Macron? Merci pour ces questions très précises. Très précises. En effet, donc ça c'est vraiment nouveau, hein. C'est ce qui apparaît dans la presse. Avec cette phrase, je me répète peut-être, d'un adjoint à Berlin qui disait Mutige Entscheidung en allemand, ça veut dire courage, décision courageuse. Donc en effet, ça c'est un élément fort sur Cologne, mais il faut connaître Cologne, hein, c'est très concentré le centre-ville autour de la gare, hein. Vous avez l'immense cathédrale, le dôme, et donc c'est très concentré si vous voulez. Donc, on a vu récemment, oui. Donc si vous voulez, vous avez vraiment sur ça la ville, donc il y a eu ces décisions. Mais je vais pouvoir, moi, à mon avis, il faut les prendre avec l'idée de penser là aussi une intermodalité, une logique globale de transport. Vous avez des réseaux de transport urbain qui marchent bien. Il faut savoir qu'un bus qui rentre à ville, s'il est pris dans les bouchons, on a le temps de conduite du chauffeur qui tourne. Et donc là, on rentre dans les limites. On a les coûts de travail qui tournent aussi, on a les amortissements, le véhicule qui n'est pas prêt, il y a des retards, d'ailleurs beaucoup observent certains retards, donc ça pose des problèmes de qualité de service. Donc si vous voulez, il faut poser cette question de l'entrée en ville parce qu'elle a un coût extrêmement important à mon avis pour les opérateurs, salaire, immobilisation des véhicules, correspondance, etc. Du côté de la ville, il y a aussi les coûts, en effet. Donc, je n'ai pas d'infos, hein, mais elle n'est pas obligatoire, cette gare, à vérifier ça. Mais apparemment, Munich, c'est vrai qu'on peut, il y a une certaine flexibilité. Donc, c'était votre deuxième question. Je n'ai pas plus d'infos. Mais là, c'est important, le mouvement qui est pris par certaines villes. À Berlin, il se pose des questions aussi. Puisqu'on ne peut pas, à Berlin, la gare centrale ne permet pas aussi une gare routière. Là, vraiment, c'est pour ceux qui connaissent la configuration. D'un côté, vous sortez vers la chancellerie, de l'autre côté, vous êtes tout de suite sur il y a des ministères, transports et autres en particulier. Donc, si vous voulez, il n'y a pas la place. Donc, Berlin se pose cette question aussi. Donc, si vous voulez, il me semble que le débat est posé en Allemagne. Donc, vous avez cette ville de Cologne, ça c'est sûr. Il y a Ulm et il y a Stuttgart. Stuttgart qui refait son centre-ville, je vous l'ai dit, qui organise. Donc, c'est compliqué de mettre des bus au milieu d'un chantier. Et puis, alors, les correspondances. Aucune idée là, donc il y a des études à mener, aucune idée des correspondances entre ferroviaires. Pour l'instant, comme je vous le disais, les chemins de fer réagissent. Hein. Ils réagissent de différentes façons. Un Sparticket, c'est-à-dire il y a un tarif 19 € qui est proposé massivement en Allemagne sur beaucoup de liaisons. Plus d'une centaine de milliers de ces billets sont proposés. Donc il n'y a pas actuellement, je dirais, de correspondance ou d'entente. Alors les opérateurs de leur côté peuvent le faire, je pense aux opérateurs de transport d'autocars interurbains, mais du côté du ferroviaire, c'est vraiment ponctualité, parce que ça, ils ont compris que les bus, c'était quelquefois délicat, donc ils veulent absolument renforcer leur ponctualité. Ils sont critiqués, la DB est critiquée sur ça fondamentalement en Allemagne. Et puis, augmenter l'offre. Il paraît que les producteurs de trains sont très contents parce que la DB a demandé beaucoup de trains dans les ateliers. Elle veut en mettre plus sur les rails pour dire on va augmenter les fréquences aussi, l'offre, ce que j'ai lu dans la presse. J'espère que je réponds à vos questions, hein, correspondance, voilà. Merci. Une autre question, Pierre Van Garneval. Vous nous avez beaucoup parlé de la concurrence entre les cars et le fer, mais vous n'avez rien dit du régulateur. En France, c'est une grande question. On a une particularité qu'on partage, je pense, avec l'Italie et l'Angleterre, c'est qu'on a un régulateur multimodal. Comment ça se passe en Allemagne ? Alors, ça, on va dire, pour démarrer, la réponse est qu'il y a une différence de culture, je dirais, fondamentalement. Hein. Le régulateur en Allemagne, c'est à la base, il y a une théorie, ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, l'économie sociale de marché. Pour résumer ça, c'est très simple, c'est autant de marché que possible et autant de régulation d'État que nécessaire. Donc ça veut dire quoi? Alors qu'en France, on voit, on appelle beaucoup à la puissance publique, à la régulation, c'est notre histoire. Mais du côté allemand, on va d'abord faire appel au mécanisme de marché. Hein. Donc autant de marché que possible, parce qu'on sait que les incitations, la qualité de service, le dynamisme, la maîtrise des coûts,
on le voit du côté de la SNCF, la maîtrise des coûts. Ce qui fait que les bus, d'un seul coup, vous ne pouvez plus être compétitifs. Coût de production ferroviaire et évidemment coût de vente. Donc si vous voulez, à la base, il y a cela comme idée. Donc on va laisser le marché avec les règles que j'ai énoncées au début. 50 km, les transports urbains sont pris en compte, etc. Les maires s'expriment, le fédéralisme allemand fonctionne sur ça. Donc à partir de là, la régulation, elle fonctionne. Au niveau de, vous avez un Bundesnetzagentur en allemand, c'est-à-dire l'agence fédérale des réseaux, une sorte d'énorme agence qui fait le ferroviaire, qui fait aussi les bus interurbains, qui fait l'électricité, les télécoms, et qui régule ça. Alors on la voit peu, ça c'est vraiment intéressant, on la voit peu, et il y a eu une surprise. Alors vous avez un autre organe, c'est la Monopol Commission, la commission des monopoles. Ça c'est un élément important du fédéralisme allemand, éviter la constitution de grands cartels, de grands trusts, de grands monopoles tentaculaires, si vous voulez. Je vous renvoie à ce qui s'est passé avant. Malheureusement, ça a été une tragédie, mais c'était dû à cela, de grandes entreprises qui avaient une dominance de marché terrible, un pouvoir de marché terrible. Donc très tôt après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont fait ça, ça a été important, cette idée d'éviter les grands trusts. Donc vous avez une commission des monopoles qui surveille ces monopoles, qui surveille les abus de position dominante. Donc vous avez les institutions pour réguler cela, mais d'abord on fait confiance au marché en Allemagne. Ça c'est un élément important. Et il y a eu une décision, moi, qui m'a surprise, vraiment personnellement, c'est lorsque vous avez eu la fusion entre Flixbus et Mein Fernbus. Donc il faut revenir sur les parts de marché. Voilà. On avait un marché équilibré. 20% Mein Fernbus, 20% Flixbus. Et ils ont décidé de s'associer. Vous voyez les coûts financiers, les prix, je vous ai donné. 3, 5, 7 euros, vous faites 200, 300 km. Vous cherchez la rentabilité derrière, le modèle économique, il va arriver. Mais j'ai été très surpris. Et la commission de régulation des contrôles des concentrations a dit, mais il y a concurrence intermodale avec les chemins de fer. Vous avez une concurrence intermodale, chemin de fer, donc on n'interdit pas le... On n'interdit pas, tout à fait. C'était personnellement une grande surprise. Mais si ça permet de structurer le marché avec un acteur fort qui va enfin atteindre un équilibre financier et qui va développer une offre, pourquoi pas. Donc voilà. Justement, à propos des prix, est-ce qu'il y a eu, ça fait 3 ans que c'est libéralisé, est-ce qu'il y a une tendance à l'augmentation des prix après les prix d'appel? Est-ce qu'il y a eu une augmentation ou non? Alors, je suis à Cergy-Pontoise. Je suis bien occupé à l'université de Cergy-Pontoise. Je pars en Allemagne toutes les semaines. Mais donc mes étudiants me disent que les prix augmentent là. C'est-à-dire qu'on est, et il y a des tableaux qui commencent à sortir en Allemagne où ils nous montrent les prix en Espagne, les prix en Italie, les prix au Royaume-Uni, les prix en Allemagne et les prix en France. Et je ne l'ai pas mis parce que j'ai des doutes sur l'analyse, ou du moins il faut étudier cela avant de vous la présenter. Mais le niveau des prix le plus bas, c'est la France, à moins de 2 euros du kilomètre, de voyageur kilomètre. C'est impressionnant, ils ont sorti ça sur les liaisons les plus concurrentiels, les plus demandés, ils arrivent à ces niveaux-là. Tout de suite après, il y a les Allemands, 2,3 à peu près, et les prix les plus élevés, ce seraient peut-être les marchés stabilisés comme l'Espagne, à 4 ou 5, le Royaume-Uni à 3 ou 4. Donc je pense qu'il y a une tendance là, c'est ce qu'indiquent les étudiants des programmes binationaux franco-allemands, les prix ont tendance à remonter, etc. Et pour répondre une nouvelle fois avec ce que dit le gouvernement fédéral, ce qui est extrêmement important, cette phrase est très forte, parce qu'elle est d'un rapport officiel d'un office de contrôle, de la sécurité, mais aussi de l'observation du marché. Niveau de prix ruineux. Donc c'est un signal en disant on a fait une offre, maintenant il faut peut-être rentrer dans une logique économique. Il faut savoir que la DB, c'est le gouvernement fédéral allemand. La DB, c'est un acteur public. L'actionnaire, c'est 100% le gouvernement fédéral. Donc jusqu'à présent, la DB reversait, ça c'est important à savoir en France, la DB reversait via le réseau beaucoup d'argent au gouvernement fédéral allemand via son activité. Donc le ferroviaire, on pouvait investir aussi, ça permettait d'investir dans le réseau, etc. Donc là, je crois que le gouvernement fédéral est en train de dire, on avait pas une poule aux œufs d'or, c'est pas vrai, mais on avait quand même un acteur équilibré, on avait quelque chose qui fonctionnait. Là, on est en train, à la fois, la DB annonce des pertes importantes, je les ai mis, ça a été chiffré à 120 millions d'euros en 2014, 1,9 million de voyageurs, moins 1,5%, et à moyen terme, les chercheurs disent que la DB va perdre
240 millions d'euros par année dans ces développements. Donc je pense qu'il y a, on tâtonne sur un marché qui se cherche un peu et une rationalisation est attendue à mon avis. Merci. Une toute petite dernière, si jamais quelqu'un... voilà. Claude Gressier, une dernière question. Oui, c'est un peu dans le prolongement. Appuyez sur le... Dans le prolongement de celle que vous venez de donner, vous avez les comptes de Mindfairbus, comment ils font une grosse perte et comment comptent-ils, alors bon, vous avez parlé de hausse tarifaire, de réduction des coûts, mais au fond, quel est leur objectif? C'est de gagner de l'argent, je suppose, à un moment ou à un autre. Et ils n'ont pas... Vous n'avez pas d'ordre de grandeur de l'investissement que représente cette perte Non, ça c'est, on ne le voit pas. Je pense que la recherche petit à petit va rentrer sur ces thématiques-là. Il y a des investisseurs derrière, ça c'est important. Hein. L'entreprise se considère comme une entreprise de la net économie, hein, donc avec un modèle économique, il y a des plateformes d'interface entre le service, les clients, etc. Ça c'est un savoir-faire vraiment impressionnant. Donc, et puis il y a un marché. Et c'est ce que je disais, on sent vraiment l'envie de chercher des niches, c'est-à-dire d'aller trouver la niche. Et là, je trouve cette idée intéressante pour l'hiver, hein, c'est-à-dire à nos amis néerlandais qui adorent le ski, ils viennent chez nous plutôt, c'est amusant, mais c'est bien, c'est l'Europe, on va partout. Et bien hop, vous venez à Munich, hop de nuit, tout en bus de nuit, hein, et à Munich vous allez dans les Alpes bavaroises ou en Autriche ou peut-être chez nous. Donc on est vraiment, vous voyez, il y a un marché. Il y a un cœur de marché, me semble-t-il, qui n'est peut-être pas encore rentable, ça le gouvernement fédéral a l'air de le dire, moi je le lis comme ça, et on cherche des niches où on peut aller s'installer, et donc je pense qu'il y a un tâtonnement encore de ce côté-là. On posera peut-être la question, Claude Gressier, cet après-midi à Yvan Lefranc-Morin, qui est directeur du développement de Flixbus, peut-être qu'il nous donnera des indications sur le modèle économique en Allemagne, voire même le modèle économique en France, on verra cet après-midi. Merci beaucoup Laurent Guillery pour cette présentation.